Alors que des millions de personnes continuent de rêver d'Amérique, des milliers d'Afro-Américains font silencieusement le chemin inverse vers l'Afrique. Dans les aéroports, les halls d'arrivée qui symbolisaient autrefois l'aboutissement du rêve américain voient partir des passagers munis de billets simples, décidés à recommencer ailleurs. Pour eux et pour ceux qui observent des figures comme Ibrahim Traoré, la question n'est plus seulement pourquoi ils quittent les États-Unis, mais ce qu'ils pensent réellement avoir trouvé de l'autre côté de l'Atlantique, et si le rêve que l'on croyait fixé sur une seule terre était en train de changer de continent. Ce récit va montrer, étape par étape, pourquoi ce mouvement discret compte autant pour les États-Unis comme pour le continent africain. Comprendre ce basculement aide chacun à anticiper sa propre trajectoire future. Derrière chaque billet, aller simple, il y a une histoire de fatigue, de coûts qui grimpent, de tensions qui s'accumulent et d'un pays qui ne ressemble plus à celui qu'on avait appris à admirer. En face, un autre paysage se dessine. De nouvelles villes africaines, des politiques d'accueil ciblant la diaspora, des opportunités économiques qui n'étaient autrefois qu'hypothétiques et qui deviennent peu à peu tangibles. En suivant ce fil, la vidéo promet de rendre lisibles des décisions personnelles que Washington ne peut plus se permettre d'ignorer. Plus on observe ces trajectoires qui traversent l'Atlantique, plus une question s'impose comme un micro-hook. Et si le véritable baromètre de puissance n'était plus le nombre de personnes qui arrivent en Amérique, mais le nombre de celles qui la quittent volontairement pour l'Afrique. En coulisses, une réalité chiffrée commence déjà à dessiner le contour du basculement. Chaque année, des milliers d'Afro-Américains troquent un passeport saturé de promesses pour un billet simple vers l'Afrique. Selon plusieurs estimations, ce mouvement reste encore minoritaire à l'échelle des États-Unis, mais il croît plus vite que tout ce que prévoyaient les centres d'analyse à Washington. La plupart de ces départs ne font l'objet d'aucun titre de une. Ils naissent dans des salons ordinaires, des cuisines exiguës, des conversations tardives après un service de nuit ou une journée de travail saturée de contraintes. Une famille du New Jersey vend une maison entretenue pendant 20 ans. Une infirmière au Texas demande son dernier salaire et prépare ses valises. Un enseignant à Chicago résilie son bail et annonce à ses collègues qu'il ne reviendra pas au semestre suivant. D'abord, les départs étaient isolés, presque invisibles. Puis les destinations ont commencé à se répéter. Accra, Kigali, Nairobi, Dakar, Lagos, Dar et Salam. Les noms des villes circulaient dans les fils de discussion, les groupes en ligne, les vidéos YouTube où des créateurs expliquaient pourquoi ils avaient choisi l'Afrique plutôt qu'une autre part du monde occidental. En parallèle, le regard sur le continent changeait. L'image figée d'une Afrique uniquement associée aux crises laissait place à un paysage plus nuancé. Nouvelles infrastructures, quartiers modernes, politiques publiques tournées vers la diaspora, leadership affirmé de figures comme Ibrahim Traoré. Pour beaucoup de ceux qui hésitaient encore, cette combinaison de signaux économiques, politiques et symboliques transformait une simple idée de départ en projet concret, avec une date, un billet et une nouvelle adresse de l'autre côté de l'Atlantique. À mesure que ces choix s'additionnent, ils forment une trame que les statistiques ne capturent qu'avec retard. Ce n'est plus seulement un changement de décor géographique, mais une recomposition lente du sentiment d'appartenance, ce que l'on attend d'un pays, ce qu'on accepte de supporter au quotidien, et jusqu'où l'on est prêt à aller pour retrouver un endroit où l'on se sent enfin pleinement à sa place. Dans ce mouvement encore mal compris, ce sont souvent des trajectoires individuelles qui servent de fil conducteur, comme celle d'un ancien ingénieur de Detroit qui raconte avoir posé le pied à Accra avec l'impression soudaine de respirer différemment, non pas parce que la vie y serait plus facile, mais parce que le regard posé sur lui ne portait plus le poids invisible qu'il ressentait chaque jour aux États-Unis. Et ce simple changement a suffi pour transformer une décision risquée en certitude intime. Autour de ces pionniers silencieux, les premiers effets concrets sont apparus presque immédiatement. Des cercles d'entraide se sont formés, des ateliers de compétences ont émergé dans les quartiers dédiés aux nouveaux arrivants et des liens se sont tissés entre professionnels locaux et membres de la diaspora, dessinant des micro-écosystèmes capables de modifier la dynamique économique d'un voisinage entier en l'espace de quelques mois.
À Kigali, une enseignante américaine arrivée seule au départ a rapidement déclenché un effet domino lorsqu'elle a rejoint une école en pleine expansion, car son expérience pédagogique a conduit à un programme pilote mêlant méthodes occidentales et cultures africaines. Initiative modeste en apparence, mais suffisamment solide pour être reproduite ensuite dans 2 autres établissements grâce à l'implication coordonnée de collègues rwandais. D'autres témoignages montrent une même logique. Un vidéaste de Minneapolis installé à Nairobi contribue à un studio émergent. Un infirmier de Houston renforce une clinique communautaire à Dar es Salaam. Une architecte venue d'Atlanta participe à la conception de logements adaptés aux nouveaux résidents. Et chaque geste, quoique discret, devient une pièce tangible du rééquilibrage humain que les analystes commencent à surveiller. À ce stade, une question s'impose naturellement. Qu'indiquent réellement ces premiers impacts sur la suite du mouvement et pourquoi semble-t-il annoncer une transformation plus large qu'un simple changement de résidence? Avant que le phénomène ne prenne de l'ampleur, les départs semblaient n'être qu'une série de décisions isolées, presque imperceptibles dans l'immensité démographique américaine. Mais après quelques années, la chronologie révèle une montée en puissance suffisamment nette pour redessiner certains équilibres. Tout commence par les premiers signes de rupture, des coûts de logement qui échappent au contrôle, une pression fiscale accumulée, un climat social tendu qui fatigue même les plus résilients, et en coulisses, un sentiment de désalignement grandissant entre les promesses répétées du rêve américain et la réalité quotidienne de ceux qui tentaient encore d'y croire. Dans un second temps, la séquence s'accélère lorsque les familles commencent à vendre leur maison plutôt que prévu, à résilier des contrats de travail stables, ou à réduire leurs possessions pour n'emporter que ce qui peut tenir dans quelques valises. Les conversations privées se multiplient, les vidéos de témoignages s'intensifient et les premières vagues organisées émergent à travers des groupes en ligne qui proposent des itinéraires, des contacts fiables, des procédures administratives ou même des comparaisons détaillées entre villes africaines afin d'aider les hésitants à franchir le pas. En miroir, du côté africain, le calendrier montre non pas une réaction, mais une préparation stratégique. La création de couloirs administratifs pour les travailleurs qualifiés, l'apparition de programmes d'intégration, l'aménagement de quartiers hybrides mêlant infrastructures modernes et espaces communautaires, et l'implication progressive de gouvernements qui reconnaissent l'importance démographique et symbolique de ce retour volontaire. L'exemple le plus parlant se trouve dans certaines capitales comme Accra, Kigali ou Nairobi, où des districts entiers ont été réaménagés pour accueillir les nouveaux arrivants, offrant des espaces de coworking, des studios de création et des centres de formation qui servent de tremplin à ceux qui cherchent un nouveau départ. Une nouvelle séquence vient renforcer la dynamique, la montée de voix politiques incarnant une souveraineté affirmée et une rupture avec les modèles de dépendance du passé. C'est dans ce contexte qu'intervient la figure d'Ibrahim Traoré, dont la posture ferme au Sahel, les discours sur la dignité et les prises de position contre les pressions extérieures ont trouvé un écho inattendu au sein de la diaspora afro-américaine. Pour beaucoup, le voir défier des institutions longtemps perçues comme intouchables a été le signal que quelque chose de fondamental était en train de se renverser dans le rapport de force international. Parallèlement, les États-Unis commencent à ressentir les premières secousses de ce réajustement. Des hôpitaux signalent la perte de personnel expérimenté. Des entreprises technologiques notent le départ d'ingénieurs spécialisés et certaines universités redoutent de voir diminuer la diversité académique qui constituait jusqu'ici l'une de leurs forces. À mesure que ces départs s'additionnent, l'administration américaine intensifie les études internes pour comprendre l'ampleur du phénomène, mais les conclusions tardent à produire une réponse concrète capable d'inverser la tendance. À un moment charnière, la chronologie révèle une bascule symbolique. Là où l'on observait jadis un flux à sens unique de l'Afrique vers les États-Unis, on voit désormais un mouvement inverse, structuré, assumé et soutenu par des politiques africaines qui y perçoivent une opportunité plutôt qu'un risque. Chaque étape, chaque départ, chaque installation devient une pièce de ce long basculement où les trajectoires individuelles s'alignent progressivement avec une dynamique collective qui redessine les contours du siècle. La ligne de base la plus lisible se trouve dans le simple contraste entre une époque où les départs afro-américains vers l'Afrique
étaient perçus comme des exceptions isolées, et le présent où des estimations concordantes évoquent désormais chaque année des milliers de personnes qui choisissent un billet simple plutôt qu'un aller-retour. Ce delta de volume suffisant pour que des administrations américaines et africaines commencent à le suivre comme un indicateur structurant de long terme plutôt qu'un phénomène ponctuel difficile à interpréter. Ce premier ensemble de données montre que le mouvement n'est plus marginal. Un deuxième faisceau de mesures apparaît dans les capitales africaines qui voient donc se multiplier les demandes de résidence, les enregistrements d'entreprises portés par la diaspora, ainsi que les acquisitions immobilières dans des quartiers spécifiquement pensés pour les nouveaux arrivants, autant de signaux concrets que les ministères de l'économie et de l'intérieur rassemblent désormais dans des tableaux de bord pour suivre l'impact réel de ces arrivées sur l'emploi, la fiscalité et le tissu social local. Ces éléments confirment que les nouveaux venus s'installent pour contribuer pleinement. Un troisième indicateur, plus discret mais politiquement sensible, vient des rapports internes américains qui relèvent le départ cumulé de soignants, d'enseignants, d'ingénieurs et de cadres vers l'Afrique, non pas à l'échelle d'un exode massif, mais sous la forme d'un prélèvement continu suffisamment concentré pour que certains hôpitaux, universités et entreprises commencent à signaler des difficultés de recrutement dans des secteurs où la présence afro-américaine jouait un rôle stabilisateur. Ces signaux avertissent que la perte n'est plus seulement symbolique. Dans le même temps, la réception de ces chiffres change dès qu'ils sont placés dans le contexte d'un continent qui affirme sa souveraineté. Lorsque des dirigeants comme Ibrahim Traoré défendent une ligne de dignité, de refus de la tutelle extérieure et d'intégration stratégique de la diaspora, ces tendances statistiques prennent une autre portée, car elles se lisent alors comme la matérialisation d'un projet collectif, où le retour vers l'Afrique n'est pas interprété comme une fuite, mais comme la construction d'un espace politique, économique et culturel alternatif à celui que les Afro-Américains éprouvés par le système états-unien connaissaient jusque-là. Pour de nombreux membres de la diaspora, voir ces indicateurs alignés avec un discours politique assumé signifie que leur trajectoire personnelle ne flotte plus dans le vide, mais s'inscrivent dans une continuité historique qui relie départ forcé sur vie, puis retour choisi. Dans les couloirs des institutions, ce faisceau de données est encore discuté, voie prudence. Cependant, le simple fait qu'il soit cartographié, commenté et projeté dans des scénarios à moyen terme montre qu'il est déjà considéré comme un paramètre sérieux de la compétition mondiale. À partir de là, le faisceau combiné des courbes de départ, des dynamiques d'installation et des tensions de recrutement devient un langage chiffré qui raconte une histoire simple. Plus le mouvement s'installe dans la durée, plus il redessine silencieusement la carte du capital humain et oblige autant Washington que les capitales africaines à reconnaître que la circulation des compétences, des ressources et de l'espoir ne suit plus le tracé unidirectionnel d'hier. Deux lectures opposées émergent lorsqu'on analyse ce mouvement transatlantique sans chercher à le simplifier. D'un côté, certains observateurs américains défendent l'idée que ces départs, bien que visible, ne constitue qu'un phénomène émotionnel amplifié par les réseaux sociaux. Selon eux, la majorité des Afro-Américains restent attachés à la stabilité économique des États-Unis et les installations en Afrique relèveraient davantage d'un désir de renouveau personnel que d'un véritable repositionnement géopolitique. Ils ajoutent que tant que les institutions américaines conservent leur capacité d'innovation, le pays continuerait d'attirer plus qu'il ne perd. Matt Kac, un courant d'analyse tout aussi structuré, affirme le contraire. Pour lui, le départ volontaire de familles, d'ingénieurs, de soignants ou d'enseignants n'est pas un épiphénomène, mais un signal faible cumulatif. Chaque installation, chaque entreprise fondée, chaque poste vacant aux États-Unis, chaque quartier qui s'agrandit à Accra, Kigali ou Nairobi crée un maillage de faits concrets que l'on ne peut plus réduire à des choix individuels. Ces analystes rappellent que l'Afrique n'offre plus uniquement un refuge symbolique. Elle propose désormais des villes modernes, des politiques d'accueil, une dynamique culturelle et une confiance politique qui transforment la migration en stratégie réfléchie. Si l'on applique une démarche de Stillman, il faut rendre justice à la thèse optimiste américaine. Il est vrai que les infrastructures, les salaires moyens et la stabilité financière des États-Unis demeurent puissants et qu'un retour massif en Afrique n'est ni observé ni garanti.
Cette force d'attraction existe et la négliger affaiblirait la compréhension du phénomène. Cependant, la thèse opposée résiste mieux aux données du récit GOC. Les départs, même modestes, ont déjà entraîné des transformations mesurables en Afrique, nouveaux districts, écoles fondées par des returnés, studios créatifs, hubs technologiques, cliniques renforcées. De plus, Washington suit le phénomène avec inquiétude, ce qui suggère qu'il ne le considère pas comme anecdotique. Ainsi, en rendant le meilleur de chaque argument, l'analyse la plus solide montre que le mouvement n'est ni un exode massif, ni une tendance superficielle. C'est une transition lente mais cumulative, capable de redessiner les équilibres si elle se poursuit. Un basculement devient visible. À ce stade du récit, ce n'est plus seulement la somme des départs qui attire l'attention, mais la manière dont il transforme silencieusement les liens entre deux continents longtemps opposés dans l'imaginaire collectif. Ce midpoint révèle une dynamique que même les institutions occidentales n'avaient pas anticipée. Là où elles voyaient un geste individuel, elles observent désormais un maillage d'initiatives capable d'altérer la circulation des compétences, de l'influence culturelle et des attentes sociales. Il est frappant de constater que l'Afrique ne se contente plus d'accueillir. Elle structure, elle planifie, elle intègre. Dans plusieurs capitales, les quartiers créés pour les returnés deviennent des laboratoires où se mêlent entrepreneuriat, création, éducation alternative et coopération technologique, donnant au mouvement une cohérence que peu de migrations volontaires ont connue. Dans le même temps, les discours souverainistes de figures comme Ibrahim Traoré ajoutent une couche symbolique inattendue. Pour la diaspora, il fonctionne comme la confirmation que le continent ne revient plus timidement sur la scène mondiale, mais s'y ancre avec une confiance nouvelle. À partir de là, le choc narratif est clair. Le point central de l'histoire n'est plus pourquoi les gens partent, mais ce que leur départ déclenche dans la structure même du pouvoir global. Les conséquences du mouvement deviennent tangibles dès lors qu'on les observe sous 4 angles distincts. Niveau national américain, dynamique nouvelle en Afrique, Noajin Kukiwa Diaspora et Ku-Vuk, enjeu géopolitique. Cette répartition révèle une structure que les récits individuels ne suffisent pas à expliquer, mais que la somme d'indices rend limpide. Au niveau national américain, l'effet le plus immédiat est silencieux. Des postes vacants, des classes qui perdent leurs enseignants, des hôpitaux qui voient partir des personnels qualifiés et des quartiers où la disparition progressive de familles afro-américaines change la cohésion sociale. Les leaders communautaires décrivent une minceur culturelle nouvelle, une forme d'affaiblissement symbolique qui ne résulte pas d'un choc brutal, mais d'un effritement régulier. Même si les chiffres restent proportionnellement faibles, leur concentration dans certains secteurs rend l'impact réel. Les analystes américains reconnaissent que la perte n'est pas seulement économique. Elle touche des domaines où les Afro-Américains jouaient un rôle d'équilibre identitaire. Du côté africain, l'effet est inverse, une montée d'activité dans des quartiers conçus pour les returnés, une densification des écosystèmes créatifs et une multiplication d'initiatives éducatives, agricoles ou technologiques nourries par l'expertise de ceux qui reviennent. Accra, Kigali, Nairobi et Dar voient apparaître des écoles hybrides, des studios de création, des hubs numériques et des programmes de formation adaptés à la diaspora. Les gouvernements, conscients de cette opportunité, restructurent leur politique d'accueil. Lorsque des figures comme Ibrahim Traoré affirment une ligne politique de souveraineté, ces initiatives gagnent un surcroît de légitimité, car elles s'inscrivent dans la vision d'un continent qui n'attend plus d'être défini de l'extérieur. Dans les lieux de résidence de la diaspora, le changement est encore plus immédiat. La naissance de communautés soudées, ou cafés, centres culturels, écoles alternatives et studios créatifs façonnent une vie quotidienne mêlant influence afro-américaine et identité locale. Les returnés racontent un sentiment de respiration nouvelle, une absence de justification permanente et une liberté culturelle qui encourage l'innovation collective. Ce type de cohésion produit des environnements où les compétences se mutualisent rapidement, créant des effets de levier visibles, même à petite échelle.
Enfin, à l'échelle régionale, les conséquences deviennent stratégiques. Plusieurs think tanks occidentaux commencent à évoquer un réalignement transatlantique inversé, craignant que l'arrivée continue de profils qualifiés ne renforce les États africains dans des secteurs où il manquait de masse critique. Les alliances économiques internes au continent gagnent en vitesse, les projets d'identification numérique transnationale avancent, et les propositions d'instances panafricaines, incluant la diaspora, circulent désormais ouvertement. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique n'est plus considérée uniquement comme un terrain d'influence, mais comme un acteur cohérent capable de modifier l'équilibre global. À partir de là, l'ensemble des conséquences montre clairement que le mouvement dépasse la simple mobilité humaine. Il redessine la manière dont deux continents se perçoivent, se répondent et se projettent. Dans un premier scénario, celui de base, on peut imaginer une continuité renforcée. Au rythme actuel, les départs ne deviendraient pas spectaculaires en volume, mais gagneraient en régularité. Les familles afro-américaines qui hésitent aujourd'hui franchiraient le pas dans les 12 prochains mois, entraînées par les retours réussis de leurs proches. Les capitales africaines consolideraient leurs programmes d'accueil, extension de quartiers dédiés, formalisation de couloirs administratifs, renforcement des partenariats éducatifs et technologiques. Du côté américain, l'effet resterait gérable mais perceptible, une lente érosion des professionnels qualifiés dans certains secteurs sensibles, avec des recherches de remplacement plus longues qu'avant. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, l'accélération devient visible. Dans cette version, plusieurs éléments convergeraient en peu de temps. Une série de témoignages viraux montrant des intégrations réussies, une amélioration de politiques d'accueil africaines et un contexte économique américain moins favorable pour les classes moyennes. Les retours deviendraient plus assumés, plus collectifs, plus structurés. Dans 6 à 12 mois, des hubs panafricains accueillant spécifiquement les returnees pourraient émerger dans de nouvelles villes et des programmes transfrontaliers éducatifs ou entrepreneuriaux seraient lancés pour capter au maximum la compétence des nouveaux arrivants. Pour les États-Unis, ce scénario ouvrirait un débat public plus vif sur la perte de talent et la nécessité d'un réexamen systémique. Dans un troisième scénario plus tendu, se dessine un repositionnement stratégique. Ici, des pressions économiques ou politiques aux États-Unis accéléreraient les départs, tandis que des avancées africaines dans la gouvernance numérique, les infrastructures ou l'intégration de la diaspora rendraient le continent plus attractif encore. Le mouvement serait alors perçu par Washington non plus comme une anomalie, mais comme un rééquilibrage potentiellement problématique. Les think tanks publieraient des analyses plus alarmistes, les capitales africaines recevraient des propositions de coopération plus pressantes, et la diaspora deviendrait un enjeu stratégique bilatéral. Une recommandation de pensée s'impose. Plutôt que d'interpréter ces scénarios comme des prédictions rigides, il vaut mieux les lire comme des guides d'attention. Ce sont les signaux faibles, décisions individuelles, micro-écosystèmes, discours souverains, politiques d'accueil, qui détermineront réellement la direction du mouvement. Observer ces signaux permet de comprendre non pas seulement ce qui va se passer, mais ce qui commence déjà à changer. Pour comprendre ce mouvement au-delà des chiffres, il faut le ramener à l'échelle de ceux qui le vivent. Les familles, les travailleurs, les étudiants, les créateurs qui, des deux côtés de l'Atlantique, ressentent déjà les effets d'un monde qui se recompose. Dans les communautés afro-américaines restées aux États-Unis, une forme de trouble silencieux apparaît lorsque des voisins de longue date décident de partir. Ces départs invitent chacun à interroger sa propre fatigue, ses espoirs, ses attentes et la manière dont un environnement peut influencer le sentiment d'être soit porté, soit freiné par la société dans laquelle on vit. De l'autre côté, ceux qui s'installent en Afrique décrivent une sensation de décompression mentale difficile à expliquer, moins de justifications quotidiennes, moins de suspicions diffuses, plus d'espace pour respirer, découvrir, s'investir. Ce qui transforme non seulement leur quotidien, mais aussi la manière dont ils imaginent leur avenir. Un futur qui n'est plus régi par la défense de soi, mais par la possibilité d'agir pleinement. Pour les spectateurs qui suivent ce récit, l'essentiel n'est pas de s'identifier au choix de ceux qui partent, mais de comprendre ce que leurs décisions disent du monde actuel. Un monde où les trajectoires individuelles deviennent des révélateurs puissants de tensions accumulées,
de rêves déplacés, de besoins de cohérence que les institutions peinent à satisfaire. Et si cette histoire touche autant de personnes, c'est peut-être parce qu'elle met en lumière une question que chacun porte en soi, indépendamment du pays où il vit. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous empêche ou nous autorise à chercher un lieu où l'on puisse enfin avancer sans sentir qu'on doit constamment prouver qu'on mérite d'y être? La dynamique observée n'a de sens que si elle s'accompagne d'un chemin d'action clair. Et plusieurs étapes émergent déjà comme des repères pour ceux qui souhaitent comprendre ou accompagner ce basculement. D'abord, les familles afro-américaines qui envisagent un départ gagnent à établir un diagnostic honnête de leur motivation, fatigue sociale, recherche d'opportunités, besoin d'appartenance, afin d'éviter une décision précipitée qui ne tiendrait pas compte des réalités administratives ou financières. Puis vient l'étape des repérages concrets où l'on compare les villes africaines selon leurs infrastructures, leurs politiques d'accueil et leurs écosystèmes professionnels pour s'orienter vers un lieu capable d'offrir des perspectives réelles plutôt qu'un simple espoir symbolique. Ensuite, les gouvernements africains peuvent renforcer leurs propres dispositifs en créant des guichets unifiés, en développant des partenariats éducatifs et en soutenant des programmes locaux capables d'intégrer efficacement les compétences venues de la diaspora, ce qui amplifie l'impact positif déjà visible dans les villes où les returnis se regroupent. Dans le même temps, les institutions américaines ont intérêt à analyser ces départs avec lucidité pour élaborer des réponses qui ne se limitent pas à des incitations économiques, mais qui s'attaquent aux causes profondes de la lassitude exprimée par ceux qui partent, car un mouvement de cette nature ne se résout pas par de simples ajustements techniques. Enfin, au niveau symbolique, la parole de dirigeants comme Ibrahim Traoré montre que la dimension politique et identitaire du mouvement doit être assumée plutôt qu'éludée, car elle joue un rôle décisif dans la manière dont la diaspora perçoit la possibilité d'un retour durable sur le continent. Au moment de refermer ce parcours, l'image de l'ingénieur de Detroit évoquée plus tôt revient comme un fil rouge, car son premier souffle à Accra résume à lui seul ce que tant d'autres cherchent aujourd'hui, un espace où l'on n'a plus à se défendre pour simplement exister. Autour de cette scène intime, la portée émotionnelle du mouvement s'élargit lorsque l'on entend les échos des discours de Ibrahim Traoré, dont la fermeté souveraine rappelle à la diaspora que le retour n'est pas une nostalgie, mais une affirmation de continuité, presque une réparation silencieuse. Les récits des retournés, enseignants, infirmiers, créateurs, se rejoignent dans un même sentiment d'allègement, comme si chaque pas posé sur le sol africain dissipait une partie du poids invisible accumulé au fil des années. Et dans cette convergence discrète entre expérience personnelle et signaux politiques, une phrase s'impose comme un point d'ancrage pour comprendre la portée du moment. Le retour devient une reconstruction. Pour quiconque observe ces trajectoires, le plus frappant n'est peut-être pas le départ lui-même, mais la manière dont ceux qui partent réapprennent à se tenir debout, sans avoir à s'excuser d'être là. À l'issue de ce récit, une idée s'impose doucement. Ce mouvement ne parle pas seulement de départ et de retour, mais de la manière dont chacun cherche un lieu où son identité cesse d'être un fardeau pour devenir une ressource. Dans les quartiers d'Accra, de Kigali ou de Nairobi, les rencontres entre returnis et communautés locales montrent qu'un simple geste, ouvrir une école, lancer un atelier, créer un espace d'échange, peut devenir un symbole capable de résonner bien au-delà des frontières, transformant une trajectoire individuelle en passerelle collective. Pour ceux qui suivent cette histoire, il ne s'agit pas d'adhérer ou de refuser, mais de prendre un moment pour réfléchir à ce que ces vies en mouvement disent de nos propres attentes. Comment voulons-nous être vus, reconnus, accueillis ou simplement entendus dans les lieux que nous appelons chez nous? Neban Kam, Tai, Kau, Chuyen, Naicham, Jen, Motfan, Nao, Jo, Trong, Ching, Min, Hein, Jelai Motsuingi, Motfan, Chieu, Hoak, Motku Hoi, Joy, Kichi, Mot Dao Lang, Kungjuju, Morakuok, Joy Toai, Maniu, Ngoi, Jiang Chojoi. Et si le prochain chapitre dépendait aussi de ce que chacun décide de comprendre, de partager ou de transmettre aujourd'hui?